Merci beaucoup. Alors je vais d'abord vous expliquer un couple de termes parmi ceux que vous avez indiqués, c'est-à-dire monisme et dualisme. Donc d'abord le dualisme. Qu'est-ce que c'est que le dualisme? Le dualisme, c'est la séparation entre deux entités qui sont censées être totalement distinctes l'une de l'autre et surtout incommensurables l'une avec l'autre. Ça serait par exemple l'âme et le corps, ça serait l'esprit et la matière, ça serait la chose étendue et la chose pensante, pour parler comme Descartes. Et ces deux entités sont censées à la fois extrêmement différentes l'une de l'autre, et à ce point différentes qu'on se demande comment elles peuvent communiquer l'une avec l'autre. Ça, c'est le grand problème du dualisme, justement. Alors, comment est-ce que l'idée même du dualisme a pu arriver à l'esprit des êtres humains? Eh bien, c'est tout simplement en réfléchissant à l'indépendance apparente entre des événements qui relèvent de la pensée, de l'imagination, du rêve, et des événements qui relèvent de la perception. Ceux qui sont perçus sont dits relevés, par exemple, de la chose étendue ou de la matière, et ceux qui relèvent justement de la pensée, de l'imagination et du rêve, eh bien, appartiennent au domaine de l'esprit, de l'âme, ou encore de la chose pensante. Et par ailleurs, la doctrine qui s'oppose au dualisme, c'est le monisme. Monisme qui dit, en vérité, il n'y a qu'une seule chose, pas deux, une seule chose, et donc il y a une homogénéité totale dans le monde. Mais du coup, ce monisme, il faut le préciser un petit peu. Ce n'est pas clair. Quelle entité existe, si une seule entité existe? Alors, évidemment, la première idée qui vient, à la suite justement de cette doctrine dualiste, c'est d'accorder l'existence à chaque fois à l'une des deux entités qu'on a séparées au début. Par exemple, on dira tout ce qui existe, c'est la matière. Ou bien tout ce qui existe, c'est l'âme, c'est l'esprit. Donc il y aura d'un côté un monisme matérialiste, de l'autre un monisme idéaliste. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Mais il y a une troisième possibilité qui est peut-être la plus intéressante, qu'un certain nombre de penseurs, parmi lesquels le physicien et philosophe autrichien du XIXe siècle Ernst Mach, celui qui a donné d'ailleurs son nom, vous savez, à la vitesse du son, Mach 1, Mach 2, etc. Bon, alors ce philosophe et d'autres après lui ont considéré qu'il existait une forme de monisme qui était unique et qui surtout faisait référence à une entité qui était ni esprit ni matière, ni âme ni corps, mais à partir de laquelle pouvaient être dites provenir ces deux entités. Mais ces deux entités, cette fois, ne sont plus pensées comme des entités, puisqu'il n'y a en fait qu'une seule chose qui existe, une seule entité, c'est ce domaine neutre, alors, qu'on n'a pas d'ailleurs encore nommé, mais puisqu'il y a seulement ce domaine neutre, alors on peut se demander comment les deux autres entités, l'âme et le corps, l'esprit et la matière, viennent à exister. Alors, l'une des possibilités, qui justement a été expliquée par Ernst Mach, c'est qu'en vérité, il n'existe que quoi? Alors, c'est là qu'on va commencer à nommer cette surface neutre à partir de laquelle vont venir à la fois l'esprit et la matière et l'âme et le corps. Eh bien, qu'est-ce qui existe d'après Mach? C'est uniquement le champ du sensible, des sensations. Et à partir de là, on peut former de ces sensations divers types de complexes. Des complexes qui auraient le comportement des corps matériels et des complexes qui auraient le comportement biographique d'un être humain, pensant et vivant. Donc en réunissant, disons, l'expérience sensible sous divers principes d'organisation, on va réobtenir l'équivalent de l'esprit et l'équivalent du corps. Une autre possibilité, c'est le spinozisme. Le spinozisme qui indique qu'il y a une seule chose, c'est la substance, cause de soi, que Spinoza appelle également Dieu, mais sans la connotation personnaliste, je dirais, des religions. Et de cette substance, cause de soi, on peut tirer
on tire rien en vérité. C'est elle qui a deux aspects, ou deux attributs, comme le dit Spinoza, l'attribut étendu et l'attribut pensé. Et donc d'une seule chose proviennent deux aspects. Donc le réalisme, c'est d'abord une doctrine métaphysique. Il y a quelque chose qui est complètement indépendant de nous et que nous cherchons à connaître. Donc il y a une réalité indépendante, une réalité extérieure, on dit aussi. Alors ça, c'est une doctrine. En même temps, il faut faire attention parce que, d'une certaine façon, dire simplement que le réalisme consiste à affirmer qu'il y a une réalité, c'est très faible. Et l'idéalisme, du coup, peut passer pour une forme de réalisme, puisqu'il dirait « il y a une réalité, la seule réalité, c'est la conscience, c'est l'esprit, c'est l'expérience vécue ». Donc voilà. Donc la forme de réalisme traditionnel, métaphysique, c'est justement pas ça, c'est justement pas de dire « il y a une réalité qui est l'esprit, la conscience, etc. » mais il y a une réalité extérieure à la conscience. Donc ça serait le réalisme métaphysique. Il faut dire qu'une des variantes du réalisme métaphysique consiste à dire, comme Berkeley, qui est appelé aussi, vous le savez, un philosophe immatérialiste, que la réalité extérieure ne consiste pas en objet matériel, mais elle consiste en un Dieu, d'après Berkeley, un Dieu qui est capable, lui, de provoquer en nous l'idée des corps matériels. Donc la réalité ici, elle est extérieure à nous, elle n'est pas réductible à notre conscience, à notre esprit, mais pourtant elle n'a rien à voir avec les corps matériels. Elle est une entité qui suscite en nous l'idée qu'il y a là-bas des corps matériels. Donc ça, vous voyez que c'est une forme un peu particulière de réalisme. Il y a aussi une autre version du réalisme qui est le réalisme scientifique cette fois. Alors, ça peut aller effectivement avec le réalisme métaphysique. Il y a là-bas, à l'extérieur, une réalité à connaître. Mais le réalisme scientifique affirme un peu plus que ça. Il affirme que les sciences sont capables de donner une représentation fidèle, plus ou moins fidèle, ou asymptotiquement fidèle au fur et à mesure que l'histoire des sciences avance, de cette réalité extérieure. Et donc, l'idée serait que les sciences seraient une manière de miroir de la nature. Elles seraient capables de capturer quelque chose en elles, dans leur théorie, de la forme de la nature. Mais ce réalisme scientifique, lui, s'oppose à autre chose que l'idéalisme. Il s'oppose à, disons, des thèses sur la connaissance scientifique qui n'en font pas une représentation d'une réalité extérieure. Par exemple, ça pourrait être l'empirisme ou alors l'instrumentalisme. L'empirisme, ça serait de dire, eh bien, la connaissance scientifique, c'est simplement une manière économique d'ordonner les faits ou d'ordonner les phénomènes. On dit, d'ailleurs, il y avait des philosophes grecs qui le disaient déjà il y a bien longtemps, qui appelaient ça « sauver les phénomènes ». Les astronomes de l'Antiquité sauvaient les phénomènes, en ceci qu'ils les ordonnaient par des modèles mathématiques qui permettaient aussi de les prévoir. L'instrumentalisme, pour sa part, qui est un autre opposé, si vous voulez, du réalisme scientifique, consiste à dire que les théories scientifiques sont seulement des instruments de prévision des phénomènes, et rien d'autre. C'est plus que des simples dispositifs de mise en ordre des phénomènes, mais c'est beaucoup moins que des représentations d'une réalité qui serait au-delà des phénomènes. Alors l'idéalisme, on pourrait le définir comme une doctrine de la réalité de l'un des deux termes qui sont opposés par le dualisme. On a vu que les deux termes qui étaient opposés par le dualisme, c'était esprit-matière ou âme-corps. L'idéalisme, c'est une doctrine de l'existence exclusive du premier domaine, c'est-à-dire le domaine de l'esprit ou le domaine de l'âme. Et donc c'est une forme de doctrine métaphysique, au même titre que le réalisme métaphysique. Il prône l'existence de quelque chose par opposition à autre chose. L'esprit existe, l'âme existe, mais pas les corps, mais pas la matière. Donc c'est une doctrine
métaphysique également, une doctrine qui s'avance sur le domaine de savoir qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui n'existe pas. Pourriez-vous me parler du réductionnisme? Tout à fait. Alors, le réductionnisme, c'est une doctrine, mais une doctrine pratique, une doctrine qui a été très importante pour le devenir de la science à partir du XIXe siècle. Une doctrine qui affirme que finalement, tous les termes théoriques concernant un domaine d'organisation de grande échelle, par exemple le domaine d'organisation des êtres vivants, peut être traduit en des termes qui relèvent d'un domaine d'organisation plus microscopique, plus simple, plus accessible à des méthodes, par exemple, de la physique ou de la chimie. Donc, les termes concernant les êtres vivants, le métabolisme, les mouvements des corps, les comportements, seraient, dans ce cas, réductibles à des termes concernant la chimie des cellules, ou la physique des molécules qui constituent les cellules, et ainsi de suite. Donc on réduirait tous les termes de la biologie aux termes de la chimie, qui eux-mêmes seraient réductibles aux termes de la physique. Et ensuite, dans l'autre sens, on espère pouvoir déduire des comportements élémentaires des entités physiques, par exemple les atomes, par exemple les particules élémentaires, ou des entités élémentaires de la chimie, c'est-à-dire les molécules, les comportements des êtres beaucoup plus organisés que cela, à savoir les êtres vivants. Et ceci s'oppose, si vous voulez, à une autre doctrine qui est peut-être encore plus radicale que le réductionnisme, qui s'appelle l'éliminativisme. L'éliminativisme consiste à dire, en vérité, tous les termes concernant les niveaux d'organisation élevés, comme le niveau biologique, voire le niveau psychique, sont des termes incorrects, sont des termes approximatifs, sont des termes qu'on devrait carrément laisser tomber parce qu'ils sont trop flous, trop vagues. Et donc on devrait les mettre de côté complètement au profit des termes concernant les théories de niveau inférieur, comme les théories physico-chimiques.